On a perdu Nathan. On attend Nathan. Ça, j'aime bien ce jeu de mots. Je peux oser le jeu de mots, on attend Nathan. J'aime beaucoup. Du coup, on accueille Nathan qui nous vient de Belgique. Et merci d'être là, déjà, aussi loin. Et je vais te laisser Te présenter. te présenter. Presque tout le monde connaît déjà Nathan, mais on va quand même le laisser se présenter de lui-même. Bonjour tout le monde. Alors, je ne viens pas de si loin que ça quand même, hein. La Belgique, c'est un petit... Enfin, ok, c'est au nord par rapport à Avignon. En Belgique, il fait plus froid, il y a de l'humidité et tout le reste, mais c'est pas si loin que ça. Bon, donc moi, c'est Nathan Uytendal, avec un nom bien flamand en fait, puisque vous savez qu'en Belgique, on parle le néerlandais. Je parle moi-même le néerlandais, mais de ça, on s'en fout. J'avais prévu de vous faire une petite présentation, de vous parler de statistiques. Et puis je me suis dit, non, mais ça va être chiant pour Pint of Science, on va pas faire de la statistique, il y a sûrement moyen de faire des choses tout aussi intéressantes que la statistique, mais qui vont être plus amusantes. Et donc j'ai changé d'avis sur ce que j'allais vous raconter ce soir. J'ai décidé que ce soir, j'allais vous parler de l'art d'exprimer son désaccord sans traiter son interlocuteur de petite merde. A priori, si cette présentation vous plaît, ce sera le sujet d'une future vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez voir ça finalement comme un test ou même comme... une vidéo en primeur, mais qui n'est pas tournée, hein, vous allez m'avoir moi qui va animer ça. Donc, comment exprimer son désaccord, l'art d'exprimer son désaccord. Alors, je vais commencer avec deux petits chats mignons. On a ici deux petits chats mignons, bien sûr, hein, moi je m'appelle le chat sceptique, il faut qu'il y ait des chats mignons. On a deux petits chats mignons. Alors, ces petits chats mignons, ils ont, comme tous les petits chats mignons, leurs propres croyances. Ils ont une apparence différente, ils ont des origines sociales différentes, ils ont des goûts différents. Le petit chat à gauche, par exemple, lui, il aime bien les croquettes au poulet, alors que celui à droite, il préfère les croquettes à base de thon. Concernant de nombreuses choses dans la vie, les deux petits chats mignons sont en désaccord. L'autre jour, par exemple, le petit chat mignon tout à gauche, il a terminé de regarder la saison 5 de Game of Thrones. Et à l'issue d'avoir regardé la saison 5 de Game of Thrones, alors moi j'ai pas encore vu le dernier épisode, hein, donc no spoiler, et je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Donc, à l'issue d'avoir regardé la saison 5, le petit chat tout mignon à gauche, il nous dit « Comme entrevu depuis la fin de la saison 3, la série se dissocie de plus en plus des livres, ce qui est compréhensible étant donné que la série dépassera les intrigues originelles dès la saison prochaine. Cependant, il est difficile d'ignorer un trop grand nombre de séquences et scènes de remplissage, qui ne font en aucun cas progresser les intrigues centrales, ni ne livrent un éclairage sur les personnages anciens. En quelques mots, saison décevante, laissant craindre le pire pour la suite. » Le problème, c'est que le petit chat à droite, il n'est pas d'accord. Lui, il a aimé la saison 5 de Game of Thrones. Et donc, il va exprimer son désaccord de la façon suivante. Il va nous dire « Je ne suis pas d'accord avec toi. La saison 5 est tout bonnement excellente, aux limites de la perfection. Cette saison réussit le pari d'avoir non pas un, ni deux, mais plusieurs moments qui sont d'ores et déjà cultes. Des moments où l'on vit de grandes émotions, où se mêlent des forces dramatiques et violentes. La réalisation, au niveau des plans larges, mais également des plans rapprochés, est incomparable. Même si on notera quelques petits défauts au niveau du scénario, la saison 5 reprend ses fondamentaux, émouvoir le spectateur. Alors au final, que la saison 5 soit bien ou pas, je m'en fiche, c'est pas ça le but ce soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon avec laquelle le petit chat à droite a exprimé son désaccord par rapport au petit chat à gauche. Le fait que la saison 5 de Game of Thrones soit bien ou pas, on s'en fiche. Alors un autre exemple. Voici deux autres petits chats mignons. Le petit chat mignon à gauche nous dit « L'acupuncture est une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Toutefois, 23 000 publications scientifiques sur le sujet sont formelles. Ça ne marche pas mieux qu'un traitement placebo. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer des aiguilles dans le malade pour qu'il se sente mieux. Un traitement consistant à allumer des bougies parfumées autour de lui sera tout aussi efficace. De même qu'un traitement consistant à faire une danse vaudou à côté de lui, ou encore un traitement consistant à lui faire un massage. » Le problème, c'est que le petit chat à droite, il n'est pas d'accord. C'est un grand défenseur de l'acupuncture, il croit vraiment que l'acupuncture marche mieux qu'un effet placebo, et donc il a envie d'exprimer son désaccord. Et il le fait de la façon suivante, et après avoir fait de la façon suivante, il se casse, il est content, voilà, il a exprimé son désaccord. Troisième situation. Voici un nouveau petit chat mignon qui s'appelle Richard Dawkins. Richard Dawkins, il a publié, je crois que c'était en 2006, un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Il nous dit, notamment dans ce livre,
Quand une personne souffre de délire, on appelle ça de la folie. Quand un grand nombre de personnes souffrent de délire, on appelle ça une religion. Il n'y va pas avec des pincettes, ok. Ici, je vous présente un autre petit chat mignon, qui est un philosophe américain, et qui est en désaccord avec le livre de Dawkins. Il nous dit ceci, il nous dit « Ce que tu nous dis vraiment dans ton ouvrage, c'est qu'il n'y a probablement aucun créateur surnaturel. Un tel créateur serait incroyablement complexe, et plus quelque chose est complexe, moins probable est cette chose. Cependant, les théologiens affirment que Dieu n'a rien de complexe et est une entité très simple. En outre, et selon toi, quelque chose est complexe si ses éléments constitutifs sont arrangés d'une façon que le hasard peine à reproduire. Mais Dieu est un esprit, il n'a rien de matériel et n'a pas d'éléments constitutifs. Ce que tu nommes complexe dans ton livre ne s'applique pas à Dieu. » À nouveau, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Je m'en fous de ça, c'est pas ça le but, et j'aimerais vous inviter à faire comme moi. On va pas se soucier de la question est-ce que Dieu existe ou pas ce soir. Moi, la seule chose qui m'intéresse ici, c'est la manière avec laquelle ce type, Alvin, a exprimé son désaccord par rapport au livre de Dawkins. Moi, je dois vous avouer quelque chose. C'est que quand je suis en désaccord avec quelqu'un, si je me laisse aller à mes pulsions les plus profondes, moi, la manière que j'ai envie de réagir et d'exprimer mon désaccord, c'est via l'insulte. Si un petit chat me dit quelque chose comme ceci, « Toi, Nathan, qui prétends que l'homéopathie ne marche pas mieux qu'un placebo, vas-y, explique-moi pourquoi ça marche sur les bébés. » Si je me laisse aller à mes pulsions, j'ai envie de répondre quelque chose comme ceci. « T'as vraiment l'air trop con, toi. Tu t'es déjà regardé dans un miroir, on dirait que tu es constipé. » Et j'imagine en plus qu'avec la déformation du visage, ça doit pas être fantastique la tête qu'a ce chat. Mais dans tous les cas, voilà, si je me laisse aller à mes pulsions les plus basses, voilà ce que ça donne. Le problème, c'est que exprimer mon désaccord de cette manière, ça ne génère pas des émotions très positives en moi. Et c'est pas vraiment une question de est-ce qu'on est bien éduqué, est-ce qu'on est bien civilisé, c'est vraiment plus une question pour moi de ça génère des émotions négatives en moi. Et de manière générale, être blessant vis-à-vis de quelqu'un, si je suis blessant vis-à-vis de quelqu'un, que je sors des saloperies à quelqu'un, je me sens moins bien après l'avoir fait qu'avant l'avoir fait. Alors vous allez me dire, ça finalement c'est très subjectif. Peut-être que vous, si vous insultez quelqu'un, vous sentez très mieux après l'avoir fait. Donc ne pas insulter quelqu'un juste parce que moi personnellement ça me fait ressentir des choses négatives, c'est peut-être pas une bonne raison pour ne pas insulter quelqu'un, peut-être que vous aimez beaucoup insulter les gens. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus objective, de ne pas vouloir exprimer son désaccord sous forme de l'insulte. Moi mon but dans la vie, c'est de découvrir la vérité sur ce monde, de voir le monde pour ce qu'il est vraiment, partie laide incluse. Quand vous avez un petit chat qui exprime son désaccord de la manière suivante. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il augmente ses chances d'apprendre la vérité sur ce monde ? En fait, en faisant ça, il réduit à néant ses chances de savoir qui a vraiment raison sur le sujet. Par exemple, ici, l'acupuncture. Il réduit à néant ses chances de savoir qui a raison là-dessus. Le Nathan sur cette image, il faut qu'il apprenne à faire beaucoup mieux que ça. Si vraiment son but à lui, c'est d'apprendre la vérité sur ce monde, il faut qu'il arrête de réagir comme ça. Il doit faire beaucoup mieux. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour mieux exprimer son désaccord ? C'est tout le sujet de la présentation que je vais vous faire maintenant. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parcourt ensemble quelques rappels de vocabulaire. Parce que j'ai constaté que dans l'art d'exprimer son désaccord, que souvent au niveau du vocabulaire, on n'est pas tous d'accord sur certains mots. Et donc j'aimerais bien passer en revue juste 2-3 mots avant qu'on avance plus loin. D'abord, il y a réfuter. Réfuter X, qu'est-ce que ça veut dire réfuter X ? Ça veut dire démontrer que X est faux. Alors attention, c'est pas parce que vous réfutez X que vous le faites forcément bien. La démonstration de la fausseté de X peut bien sûr être invalide. Un exemple, vous avez Sophie qui dit « Les chats tombent toujours sur leurs pattes ». Et vous avez Jean qui répond « C'est faux, je réfute ce que tu viens de dire. J'ai testé avec ce chat-là et il est tombé sur le dos. Problème, il a essayé avec un chien. » Okay. Contredire. Contredire, ça veut dire le contraire de ce que dit quelqu'un. Mais de manière plus générale, contredire, ça peut vouloir aussi simplement dire autre chose, comme, j'ai un exemple ici, Sophie qui nous dit « Le meilleur chocolat est le chocolat au lait », et vous pouvez contredire Sophie de plusieurs manières, pas juste en disant exactement le contraire, mais simplement en disant « Non, je pense que le meilleur chocolat est le chocolat noir ». Ça, c'est un exemple de contradiction. Une autre contradiction possible serait de dire « Non, je pense que le meilleur chocolat est le chocolat blanc ». Okay. Et alors, un dernier, démentir.
Démentir, ça veut dire, en réaction à une accusation, dire que celle-ci est infondée. Si par exemple quelqu'un m'accuse « Nathan, tu as volé une barre de chocolat », je peux démentir et dire « non, c'est pas vrai, j'ai pas volé la barre de chocolat ». Alors attention, l'acte de démentir ne garantit pas l'innocence. Je peux bien dire « Non, j'ai pas volé la barre de chocolat, je dément », alors qu'en fait j'ai quand même volé la barre de chocolat. Donc faites bien attention à ça. Ok, j'arrête avec mes petits rappels. On va passer dans le vif du sujet, et j'aimerais vous parler de Paul Graham, qui est la personne qui m'a inspiré à vous raconter tout ce que je vais vous raconter ensuite. Paul Graham, c'est un scientifique anglais qui a publié en 2008 un essai intitulé « How to Disagree », dans lequel il présente différentes manières d'exprimer son désaccord à son interlocuteur. Moi, j'ai beaucoup aimé son essai là-dessus, et je m'en suis inspiré pour construire ce que j'appelle la cible de Graham. Alors la cible de Graham, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir là, mais ce n'est pas grave parce qu'on va la parcourir ensemble. On va parcourir cette cible ensemble en partant du centre et en se dirigeant vers l'extérieur. Le but avec la cible de Graham, c'est quand vous exprimez votre désaccord, vous voulez taper sur le centre de la cible. Alors qu'est-ce qu'on a au centre de la cible? On a d'abord une manière d'exprimer son désaccord qui est la suivante, identifier et réfuter la thèse principale. Si vous voulez taper sur le centre de la cible, vous devez faire quelque chose comme ceci. Vous devez dire « La thèse principale de monsieur semble être X », comme il le dit d'ailleurs lui-même, et vous citez quelques paroles de monsieur. Mais la thèse de monsieur est selon moi fausse pour les raisons suivantes. Et ensuite, vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez que cette thèse est fausse. C'est exactement ce qu'a fait Alvin dans son échange avec Richard Dawkins. Dans la partie au-dessus de son texte, il a identifié c'est quoi, selon lui, la thèse principale du livre de Richard Dawkins. Et dans la partie inférieure, il la réfute. Il démontre que cette thèse principale est fausse. Ensuite, on arrive dans la première couronne de cette cible, que vous avez en vert clair, et c'est réfuter une parole. Réfuter une parole, ce que moi j'appelle aussi la réfutation d'un point secondaire, si vous voulez taper à cet endroit-là du cercle, de la cible, vous allez faire quelque chose comme ceci. Vous allez dire « Monsieur a dit, je cite », et vous citez un truc que monsieur a dit. Ceci est toutefois faux car, et vous listez les raisons pour lesquelles c'est fausse. La différence par rapport au centre de la cible, c'est que vous n'avez pas identifié c'est quoi le point central de votre interlocuteur. Vous avez juste pris de manière plus ou moins arbitraire une parole de votre interlocuteur que vous citez, et ensuite vous réfutez cette parole. Et c'est déjà pas mal de faire ça. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà un très bon début. Mais il faut bien réaliser que si vous êtes à ce niveau-là de la cible, vous réfutez les paroles de votre interlocuteur, peut-être même plusieurs paroles de votre interlocuteur, ça ne garantit pas que la thèse principale de l'interlocuteur est elle aussi réfutée. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation qui est celle-ci, où vous avez commencé à démolir l'édifice de votre interlocuteur, mais sa thèse centrale, quelle qu'elle soit, parce que vous ne l'avez pas identifiée, donc vous ne savez pas c'est quoi sa thèse centrale, mais sa thèse centrale, quelle qu'elle soit, elle ne s'écroule pas, elle reste encore debout. Okay. Je continue. On continue d'aller vers l'extérieur de la cible. On arrive maintenant dans la couronne qui est jaune et qui est contredire avec argumentation. Voilà une autre forme avec laquelle vous pouvez exprimer votre désaccord. Vous allez contredire avec argumentation. Ça va donner quelque chose comme ceci. Tu penses peut-être A, mais moi je pense E. Voici pourquoi, et vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez E. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos deux petits chats qui parlaient de Game of Thrones. On a le premier petit chat qui donne son avis sur la saison 5 de Game of Thrones, il dit « je ne l'ai pas aimé ». Et l'autre petit chat, il réagit en disant « Je suis pas d'accord ». Il dit « Moi, j'ai aimé la saison 5 de Game of Thrones. Voici pourquoi moi, j'ai aimé la saison 5 de Game of Thrones ». Le problème, quand vous êtes à ce niveau-là de la cible, c'est qu'on a finalement deux camps qui communiquent pas vraiment entre eux. Si vous êtes à cet endroit-là de la cible, ce que vous avez, ce sont deux personnes qui chacune ont leur opinion et qui chacune justifient pourquoi elles ont leur opinion, mais qui ne s'écoutent pas vraiment l'une l'autre. C'est un peu un dialogue de sourds. Vous avez le premier chat donc qui a dit « J'aime pas la saison 5 de Game of Thrones » et il nous dit pourquoi. Et le second petit chat qui dit « J'aime bien la saison 5 de Game of Thrones » et qui dit pourquoi il aime bien la saison 5 de Game of Thrones. Ce genre de situation, la contradiction avec argumentation, on a ça très souvent
dans les débats télévisés entre politiciens, et une catégorie de débats bien précise, la catégorie des débats télévisés entre politiciens, où c'est bien propre et bien sage, où chaque politicien est sur son podium et présente c'est quoi son programme électoral et défend pourquoi il pense que son programme électoral est le bon programme électoral, mais ne va pas se risquer à aller attaquer ses voisins. Si vous avez un débat de ce type-là qui est bien propre, bien sage, on est dans une situation où les gens simplement se contredisent avec argumentation, juste en défendant leur position à eux, mais sans attaquer la position de l'autre. Or, justement, le but, c'est d'être vers le centre de la cible. Ce que ces gens devraient faire, et ils le font parfois, ce que ces gens devraient faire, c'est pas juste défendre leur position, mais c'est attaquer la position de l'autre. Mais ils n'osent pas souvent le faire. Ils n'osent pas souvent le faire parce que c'est mal vu du public, ce qui est fort dommage, parce que justement, c'est très constructif d'attaquer ce que les autres pensent. Là où par contre ça déraille, c'est que très souvent, quand ils le font très mal. Parce que c'est pas suffisant de juste dire je veux aller vers le centre de la cible et je veux réfuter ce que quelqu'un me raconte. Ok, si vous le faites c'est bien, mais vous pouvez quand même le faire extrêmement mal. Et au niveau des politiciens, souvent ils le font très très mal. Alors je continue avec ma cible. On arrive maintenant dans la couronne contredire sans argumenter. Si vous contredisez sans argumenter, ça donne des choses comme ceci. Tu dis que le corps humain ne fait pas la différence entre le sucre naturellement présent dans les fruits et le sucre blanc acheté en supermarché. Je ne te crois pas, tu te trompes. Mais la personne ne dit pas pourquoi. Elle ne fait que contredire. Un autre exemple. Tu dis que le vin est un cancérigène avéré pour l'homme. Moi, je ne crois pas que le vin est cancérigène et je ne compte pas réduire ma consommation. Bon, bah ok, la personne, à nouveau, elle n'explique pas pourquoi elle a cette position, elle se contente simplement de contredire et de dire « je suis pas d'accord avec toi, finalement ». Si vous êtes dans cette situation-là, vous faites du surplace. Okay, vous n'êtes pas en train de faire avancer qui que ce soit, vous êtes complètement dans le surplace. Et d'ailleurs, je l'ai mis sur ma cible que taper ici, c'est faire du surplace. Alors, je continue vers les couronnes plus extérieures de la cible. Et ici, je dois vous prévenir, on va commencer à entrer dans les couronnes que moi, je juge vraiment moins reluisantes, et que d'ailleurs, je sépare avec un cercle rouge. Ce sont des zones de la cible dans lesquelles le grand public a tendance à souvent taper, et où j'aimerais bien qu'on tape un peu moins dans ces zones. On a d'abord, pour commencer, le moins pire, qui est attaquer la forme du propos. Attaquer la forme du propos, ça donne par exemple ceci. La couleur du texte qu'il a utilisé dans ses slides est vraiment dégueulasse. C'est difficile de prendre quelqu'un qui a si mauvais goût au sérieux. Alors, attention, ici, le problème, c'est que la personne qui tient un propos a mauvais goût. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis un nain de jardin là-dessus, c'est parce que pour moi, le nain de jardin est vraiment le symbole du mauvais goût par excellence. Le problème de la personne ici, c'est que la personne a mauvais goût. Mais si vous attaquez la personne là-dessus, que vous dites « elle a mauvais goût, donc je ne vais pas l'écouter », vous ne faites qu'essayer de décrédibiliser la personne pour esquiver son propos, pour ne pas devoir affronter le contenu de ce qu'elle dit. Et ça, évidemment, ce n'est pas une bonne chose à faire, c'est assez minable au final. Alors, je donne un autre exemple. Il fait plein de fautes d'orthographe. Ça en dit long sur la crédibilité à accorder à ce qu'il dit. Ça aussi, c'est une attaque sur la forme. On s'en fout finalement de l'orthographe de la personne. Ce qui compte, c'est le contenu, c'est le propos de la personne. Ou il y a un autre exemple que je pourrais vous donner. Moi, je n'écoute pas un type qui prend la parole en public déguisé avec des oreilles de chat. Ça aussi, c'est une attaque sur la forme. Mais que j'ai ou pas des oreilles de chat, on s'en fout, d'accord ? C'est pas important. Alors attention, il peut être tout à fait constructif d'attaquer quelqu'un sur la forme. Parce que c'est évident que si quelqu'un a, par exemple, extrêmement mauvais goût et fait des slides avec des couleurs qui sont absolument dégueulasses à chaque fois, ça peut être très constructif d'au moins une fois lui faire remarquer, parce qu'il s'en rend peut-être pas compte, et lui dire, écoute, la couleur de tes slides, tu pourrais peut-être faire un peu mieux, le public apprécierait aussi. Mais il y a deux manières avec lesquelles vous pouvez faire ça. Vous pouvez signaler à la personne que ces slides, ils ont une couleur vraiment dégueulasse, avec un ton condescendant et en public devant tout le monde, ou vous pouvez le faire avec un ton bienveillant et en privé après la présentation. Si vous attaquez la personne sur la forme dans le seul but de décrédibiliser la personne et d'esquiver son propos, je suis désolé, mais c'est minable et vous tapez au mauvais endroit au niveau de la couronne. Alors, je continue. Après l'attaque sur la forme du propos, on a l'attaque sur la personne pour ce qu'elle est. Ça donne des choses du genre « Comment pouvez-vous écouter un Belge ?» Ou encore « Je n'écoute pas les homosexuels » ou encore « Comment peux-tu écouter quelqu'un qui préfère le chocolat blanc ?» Alors, vous allez me dire, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le principe que ce ne sont vraiment pas des bonnes raisons de ne pas écouter quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Et j'ai un exemple à vous montrer pour vous montrer que ce n'est pas si simple que ça.
J'ai volé sur Internet cette image dans un parlement, je crois que c'était même en France. Le type qui est ici, je ne sais pas qui c'est et je m'en fous, c'est pas important. On va dire pour les besoins de l'exemple que ce type qui est en train de parler ici, c'est un parlementaire. Et il nous dit ceci. Il nous dit « Les parlementaires doivent gagner plus. Voici pourquoi. » Et il liste une série de raisons. C'est irrésistible pour moi, quand je vois un parlementaire qui dit ça, de lui rétorquer quelque chose du genre « Évidemment qu'il veut augmenter son salaire, il est parlementaire lui-même. » Mais en réalité, si vous faites ça, ceci est une attaque sur la personne, sur ce que la personne est vraiment. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt regarder la liste des raisons qu'il nous donne. Soit la liste des raisons est toute moisie et toute dégueulasse et il suffit de démolir cette liste de raisons pour dire voilà, il n'y a pas de raison d'augmenter les parlementaires, ou alors la liste des raisons est en fait très bonne et à ce moment-là, il faut augmenter les parlementaires. Le fait que le gars qui a prononcé cette liste de raisons soit lui-même parlementaire ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Qu'est-ce qu'on s'en fout au final? La seule chose qui compte, c'est cette liste de raisons et si elle est mauvaise, il suffit de la démolir et on démolit l'idée qu'il faut augmenter les parlementaires. Alors, après l'attaque sur la personne pour ce qu'elle est, on a l'insulte ou la menace. Donc, on continue à s'enfoncer dans les couronnes peu reluisantes de cette cible. Et un exemple, c'était nos deux petits chats qui parlaient d'acupuncture. Vous avez le second chat, il a juste insulté, il a dit « ta gueule ». Okay, bon. Mais il y a pire. Il y a l'agression physique. On arrive dans la dernière couronne de ma cible, l'agression physique. Et moi, ce que j'aime bien prendre comme exemple pour l'agression physique, c'est le cas que certains d'entre vous connaissent un peu parce qu'on a beaucoup parlé de lui dans la presse à un moment. C'est le cas de Raif Badawi, qui est un Saoudien. C'était un blogueur saoudien. C'était un blogueur saoudien. Il a été condamné en Arabie Saoudite à 20 fois 50 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir tenu un bloc dans lequel il militait pour la libéralisation morale de son pays. L'ONU, l'Europe, les États-Unis, Amnesty International ont fait pression pour essayer de le faire libérer, sans succès. Il a reçu ses premiers coups de fouet en 2015, et à ma connaissance, il est toujours en prison à l'heure actuelle. Bon, est-ce que vous avez l'impression que vous avez compris le principe de ma cible de Graham, comme je l'appelle? Ouais. On va faire un petit jeu. On va tester, on va voir à quel point vous avez compris la cible de Graham. Et pour faire ce petit jeu, j'ai besoin de volontaires. J'ai besoin au total de 9 volontaires. Alors les volontaires, j'ai besoin de 9 volontaires. Levez la main. Qui est volontaire pour mon petit jeu? Ne vous inquiétez pas, vous ne vous risquez pas à grand-chose. Je vais simplement vous distribuer une feuille de papier. Il faut que je distribue une feuille de papier à 9 personnes. Alors, j'ai distribué à 9 personnes un petit texte. Vous pouvez lire si vous voulez, mais avant d'avancer plus loin, il faut que je mette en contexte. Alors attendez, j'ai moi-même mon petit texte. Il faut que je le retrouve. Ok, le contexte est le suivant. La vice-présidente d'une entreprise qui vend du matériel électronique présente à une équipe régionale, ce sont les 9 personnes à qui j'ai remis une feuille de papier, son nouveau plan pour booster les ventes du produit phare de l'entreprise, les ventes étant en berne depuis quelque temps. À l'issue de la présentation de la vice-présidente, tout le monde applaudit poliment, personne ne pose de questions et la vice-présidente rentre au quartier général. Après son départ, toutefois, les langues commencent à se délier. Et là, je vais inviter les 9 personnes à qui j'ai distribué la feuille d'utiliser leur meilleur jeu d'acteur et de parler bien fort pour que tout le monde puisse entendre. Chacun à tour de rôle, je vous invite à lire le texte que je vous ai remis. Allez-y. C'est pas important. L'ordre n'est pas important. Purée que son ton était arrogant. Ok, suivant. La stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher. Très bien. Suivant. Mon fils a lancé son food truck hier. Il va passer devant le bureau ce midi. Il m'a promis 20% de réduction pour tout le monde si toute l'équipe venait le voir. Moi, je dis que c'est une erreur d'avoir une femme comme vice-présidente.
Dites, vous avez vu le film sur TF1 hier ? La fin était tellement émouvante, j'y ai pensé toute la nuit. Certains ont un meilleur don d'acteur que d'autres, hein. Bien joué, bien joué. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public. Mais c'est pas vrai, c'est juste que la compétition est devenue plus sévère. Moi, je trouve son plan très ambitieux et puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose. La vice-présidente est aussi idiote que son plan. Que nous nous trompons de public ou pas n'est pas le souci. Le problème de son plan, c'est qu'elle souhaite que nous utilisions des techniques qui, si elles marchent pour toucher les consommateurs dans les villes, ne marcheront pas pour les consommateurs ruraux que nous avons ici, car les consommateurs ruraux s'informent via des médias différents et davantage traditionnels. Ok, on a eu les réactions de tout le monde, je pense. Bien, alors, on a entendu les 9 réactions. Le but, c'est de réussir à les placer sur la cible. Okay, c'est ça qu'on va essayer de faire tous ensemble maintenant. On va essayer de placer ces réactions sur la cible. Donc, il y a l'un d'entre vous qui nous avait dit « Purée, que son ton était arrogant. Où sommes-nous sur la cible ?» Vous pouvez juste dire la couleur, parce que je sais que c'est pas facile à voir, mais... On est sur une attaque de la forme du propos. Et donc, on est sur l'attaque de la forme du propos, il y a un chaton qui est mort. Okay, donc le principe, si vous tapez en dehors du cercle rouge, vous tuez des chatons. Donc un chaton est mort. Il y a quelqu'un qui a dit « Dites, vous avez vu le film sur TF1 hier ? La fin était tellement émouvante, j'y ai pensé toute la nuit. Où sommes-nous sur la cible ?» Alors, la cible de Graham, elle est là pour les gens qui expriment leur désaccord. Or, ici, la personne, elle nous parle du dernier film de TF1, ça n'a juste rien à voir, donc il n'y a pas à aller placer ça sur la cible. Okay, la stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher. Où sommes-nous sur la cible ? Contredire sans argumenter. Donc là, le chaton n'est pas mort, mais on fait du surplace. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public. Mais c'est pas vrai, c'est juste que la compétition est devenue plus sévère. Où sommes-nous sur la cible ? Alors, il y a une hésitation entre contredire en argumentant et réfuter une parole. Alors, je vous lis le texte, hein. Elle a dit que les ventes sont faibles. Là, on cite la vice-présidente. À partir du moment où vous citez votre personne, vous êtes dans réfuter une parole. C'est ça la caractéristique de réfuter une parole, c'est que vous citez vraiment quelque chose que la personne a dit. Donc on est ici dans réfuter une parole. Moi, je trouve son plan très ambitieux, et puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose. Où sommes-nous sur la cible ? En fait, la personne est d'accord avec la vice-présidente. Et ça, c'est la cible du désaccord. Je pourrais imaginer faire une cible de comment être en accord avec son interlocuteur, mais c'est pas le but ce soir, d'accord ? Donc ça va pas sur la cible non plus. La vice-présidente est aussi idiote que son plan. Alors, la vice-présidente est aussi idiote que son plan. Moi, je trouve qu'on est plus dans l'insulte. On est dans une plate insulte. Ouais. Par contre, vous dites attaque sur la personne. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit « Moi, je dis c'est une erreur d'avoir une femme comme vice-présidente. » Ça, c'est une attaque sur la personne. Okay, ça, clairement, c'est une attaque sur la personne. Alors, on avait aussi que nous nous trompons de public ou pas n'est pas le souci. Le problème de son plan, c'est qu'elle souhaite que nous utilisions des techniques qui, si elles marchent pour toucher les consommateurs dans les villes, ne marcheront pas pour les consommateurs ruraux que nous avons ici, car les consommateurs ruraux s'informent via des médias différents et davantage traditionnels. Là, on tape sur le centre a priori. La personne pense avoir identifié c'était quoi finalement la thèse principale de la vice-présidente et tente de la réfuter. Il y a un truc intéressant quand on se place sur le centre de la cible, c'est que la personne qui se place sur le centre de la cible ne va en général pas pouvoir le faire en une phrase. Justement, quand vous faites les choses en une phrase, il y a de fortes chances que vous soyez dans la périphérie de la cible. Parce que réfuter le point central après avoir identifié c'est quoi le point central, c'est très dur de le faire juste en une phrase. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement dur de le faire en une phrase. Donc, il y a également moyen d'un peu comprendre où la personne se situe juste en fonction de la quantité de texte qu'elle dit. Alors maintenant, bien sûr, il est possible aussi d'insulter pendant 3 paragraphes, mais en général, c'est un bon indicateur que si la personne dit juste une phrase, elle n'est probablement pas sur le centre de la cible. Alors pour conclure, j'aimerais vous inviter à faire attention à une chose avec cette cible de Graham. C'est qu'une position au centre de la cible ne signifie pas que vous détenez la vérité.
il est parfaitement possible de se placer sur le centre de la cible, de taper sur le centre de la cible, mais d'avoir quand même complètement tort. Si je reprends l'exemple du philosophe Alvin qui identifie le point central du bouquin de Richard Dawkins et puis le réfute, Dawkins pourrait peut-être, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dawkins peut-être pourrait lui répondre « Non, je ne dis pas ça dans mon livre ». À savoir que Alvin, qui prétend avoir identifié c'est quoi le point central du livre, en fait non, il n'a pas identifié le point central du livre. Et à ce moment-là, il a quand même tort. Donc, la cible de Graham que je viens de vous présenter, elle n'est absolument pas indicatrice de si vous détenez la vérité. Mais c'est simplement que si vous vous placez sur le centre de la cible, vous allez exprimer votre désaccord de la manière la plus productive qui soit possible. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Moi, j'en profite toujours. Alors, j'ai pas un livre à vous vendre ou quelque chose comme ça, mais à la place, ce que je vais faire, c'est simplement vous suggérer, s'il y en a parmi vous et que vous avez bien aimé cette présentation et que vous voulez me soutenir à continuer de faire des présentations comme ça, eh ben, laissez-moi un petit pourboire. Vous pouvez le faire sur tipeee.com/chatsceptique. Vous pouvez aussi aller regarder mes vidéos sur YouTube, c'est la chaîne du Chat Sceptique. Et s'il y en a qui veulent communiquer avec moi via les réseaux par la suite, je suis sur Twitter et Facebook, @chatsceptique en un mot. Merci pour votre attention. Voilà. Le moment gênant où je me rends compte que je suis un peu trop petite ou Nathan un peu trop grand, je ne sais pas. Ah bah c'est toujours plus facile. Après je dis pas que c'est vachement... c'est pas très intelligent, mais c'est toujours beaucoup plus facile. On va continuer la soirée. Je vais proposer aux deux autres intervenants de rejoindre Nathan. Parce que du coup, qu'on ait un temps d'échange et de questions, que ce soit déjà entre vous, vous pouvez déjà avoir des questions entre vous, mais aussi avec le public. On se prend une dizaine de minutes pour échanger. Et puis ensuite, on vous donnera les résultats du quiz. Il y a des gagnants, c'est déjà ça. Est-ce que quelqu'un a une question Alors, moi j'ai une question qui est peut-être un peu personnelle. Je sais pas si... Vous m'entendez ? Je suis ici. En fait, je voudrais savoir si vous avez un exemple pour votre cas personnel de choses que vous n'arrivez pas à laisser de côté. Enfin, un cas où c'est vraiment difficile d'oublier vos biais personnels, des choses où vous arrivez... Enfin, vous savez que c'est une croyance qui vous marque. Moi j'en ai une. Vas-y. Je suis assez convaincu que tout ce qu'on fait, c'est important et ça compte. Et je pense que... Parce que je me suis déjà posé la question, tu vois, si demain, en fait, toutes les évaluations qui sont en cours pour essayer de mesurer si ce qu'on fait, ça marche ou pas, montrer que ça marchait pas, en fait, est-ce que je dissonnerais pas ? Est-ce que je dirais pas juste, en fait, ces évaluations sont nulles ? Et ben, je pense que... Je serais un peu comme ça, tu vois, je pense. Ouais. Ce serait mon point faible. Mais pourquoi ? Parce que ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu que ça représente. C'est ma vie, c'est mon travail, c'est ce que je fais maintenant, j'y crois, tu vois, c'est ce que je disais. Mon ego, là, me pousse à faire ça aussi. Je suis assez convaincu de ça. Donc l'abandonner là, ce serait extrêmement coûteux. Donc il faudrait que, quelque part, comme on dit souvent, une croyance, si tu coupes la jambe, il faut une béquille. Donc il faudrait que je trouve une autre béquille. Il y a aussi l'Olympique de Marseille. En ce moment. Ben ouais, je sais. Mais... Moi j'ai une... Non, allez-y. Pas de réponse ? Bon, je me lance. Moi j'ai une question pour Nathan. Est-ce que tu penses pas que l'éloquence, dans les débats, notamment politiques, c'est pas justement un frein à la discussion ? Parce que ça permet de noyer le fond sur la forme. Et voilà, je voulais avoir ton avis. Bien sûr, hein, c'est le problème, mais toute la question est de savoir quel est le but. Est-ce qu'on veut accéder à la vérité sur ce monde, oui ou non ? Et le problème, c'est que le politicien, en général, il n'est pas intéressé par la vérité. La seule chose qui l'intéresse, c'est de convaincre son public. Et il sait très bien que pour convaincre, il faut y mettre la forme, évidemment. L'éloquence, la manière dont les choses sont présentées sont extrêmement importantes. Et il va même tout mettre là-dessus
Parce qu'il s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. Il veut juste convaincre. Et c'est ça le problème. Moi, évidemment, comme moi, mon but personnellement à moi, c'est d'accéder à la vérité. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le fond. Si après la forme est agréable autour, c'est bien, mais c'est pas ça que je vais regarder. En tout cas, c'est ça que je vais essayer de ne pas regarder. Mais c'est pas facile. Et du coup, c'est problématique parce que on peut utiliser la cible de Graham à des fins malveillantes pour paraître en plus légitime. Bien sûr, et tout à fait, comme je le disais, taper sur le centre de la cible ne donne pas raison. Et on peut tout à fait taper sur le centre de la cible en commettant les sophismes les plus dégueulasses possibles. Un des grands classiques, c'est le sophisme de l'homme de paille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est simplement attaquer non pas le propos de la personne, mais une version singée du propos de la personne. Eh bien, si vous attaquez une version singée du propos de la personne et puis que vous réfutez ça, vous allez taper en plein milieu du centre de la cible de Graham. Sauf que ce que vous faites est totalement invalide, bien sûr. Donc, la cible de Graham ne nous permet pas de dire si la personne est de bonne foi ou si elle cherche vraiment à accéder à la vérité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens qui sont en périphérie de la cible de Graham, eux, ils accéderont de toute façon pas à la vérité, quoi qu'il arrive. Alors moi j'ai une question, mais j'ai pas vraiment d'intervenant à demander, je crois. Non, du coup c'est juste une question sur l'expérience personnelle plutôt, je pense. Mais quand vous avez une personne en face de vous et vous essayez de réfuter son propos et vous voyez qu'il n'y a aucune manière de discuter avec cette personne, comment vous réagissez sans aller du coup sur la périphérie de la cible, par exemple? De voir que même si vous avez le consensus scientifique, par exemple, qui approuve, vous savez que ce que vous dites est fondé, mais vous voyez qu'en face, il n'y a aucune façon d'avancer un propos, en fait. Alors c'est très simple, en fait moi j'utilise également cette cible pour décider si oui ou non je vais discuter avec la personne. Donc si par exemple moi je dis à la personne il y a des études qui ont été faites sur l'homéopathie et il n'y en a aucune qui est concluante pour prouver que ça marche mieux que l'effet placebo et que la personne elle persiste à me répondre ta gueule et à m'insulter, c'est-à-dire qu'elle se situe en dehors de ma ligne rouge, c'est là que moi je trace la limite, c'est une personne avec qui je ne vais pas discuter davantage, c'est aussi simple que ça. Donc la cible de Graham, moi je l'utilise beaucoup également quand je reçois des messages sur les réseaux sociaux, j'essaye de placer le message de la personne sur cette cible d'abord et s'il a passé la ligne rouge, il n'aura pas de réponse de ma part. Parce que moi mon but, c'est pas de discuter avec tout le monde, j'ai pas pour but de vouloir absolument convaincre tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas envie même d'être convaincus de quoi que ce soit au niveau d'une opinion, donc une personne qui est en dehors de la ligne rouge, moi je discute pas avec elle. Et si on est obligé de discuter avec? Cite-moi une situation où tu es vraiment obligé de discuter avec quelqu'un. Par exemple, la famille. le contexte familial. Tu as raison, c'est un très bon exemple, en fait j'avais pas pensé à ça. Eh bien, je change le sujet. Si je peux rajouter, parce que oui. tu peux changer de famille. Dans ces situations-là, en fait, le problème c'est d'y être. Mais du coup, le problème c'est d'y rentrer. Alors c'est vrai que c'est coûteux, surtout en famille, parce qu'on l'a tous vécu. Tu peux pas. Eh oui, non, mais je veux dire, si en amont tu dis attention, on va discuter de ça, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on va pas faire? Tu vois, déjà, tu peux. Au moment où ça va arriver, ça sera plus facile de changer de sujet. Tout à fait. Donc, si tu es dans une situation comme ça, c'est une très bonne suggestion. Avant même de discuter avec quelqu'un, tu peux établir les règles de la discussion. Dire, OK, tu as envie qu'on discute. Est-ce que tu connais ce truc, la cible de Graham? Alors, voilà. Et limite, peut-être bien que ce sera totalement la discussion finalement, ce qui peut être très chouette aussi. Mais on peut, si on veut discuter avec quelqu'un et qu'on sent que ça va déraper, juste établir de manière neutre d'abord un peu quelles vont être les règles de la discussion, parce que l'avantage de cette cible, c'est qu'elle ne prend pas parti pour quoi que ce soit, évidemment. Cette cible, elle n'est pas en train de dire que les chemtrails sont faux ou réels, que l'homéopathie marche ou pas, que Dieu existe ou n'existe pas. C'est totalement neutre. Et donc on peut d'abord se mettre d'accord via cette cible de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, alors j'ai aussi une remarque, question pour le dernier intervenant. Oui. Nathan, c'est ça. Je suis pas d'accord du tout avec la cible. Mais pourquoi? Alors voilà, là, tu te places dans contredire sans argument. Vas-y. Alors sur plein de trucs, mais d'abord peut-être je pense ce qui m'interpelle le plus, c'est attaquer la personne sur ce qu'elle est. Moi, je pense que je peux faire ça sans problème, mais pas en le formulant comme ça, parce qu'en effet le mot attaquer a une rhétorique qui est une rhétorique associée à la violence. Enfin, attaquer, c'est un champ sémantique issu de la violence. Moi je peux très bien remettre en cause la position sociale d'une personne dans la société, donc d'où elle parle. Et donc l'Assemblée nationale est un très bon exemple, parce que c'est un des endroits les moins
hétérogène de France en termes de représentation sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ouvrier à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc le fait qu'un des députés parle me situe déjà un petit peu socialement où il se situe dans la société et me dit des choses très intéressantes sur d'où il a parlé, et donc oui, peut me donner des éléments sur comment je vais répondre ou comment je vais situer ce qu'il dit. Donc je pense que c'est pas l'attaquer, parce que évidemment je suis contre la violence, et lui dire c'est parce que t'es un riche que t'es, en gros, pour résumer de manière très caricaturale, parce que t'es un bourgeois je vais remettre en cause, bien sûr que non. Mais cette position sociale quand même dit des choses, et le fait qu'elle soit partagée, parce qu'en fait il incarne, il faut pas attaquer l'individu, mais il faut attaquer peut-être aussi ce qu'il incarne en tant que position sociale de représentativité de tout un tas de gens qui sont à peu près les mêmes dans l'Assemblée nationale. Donc la seule profession artistique c'est architecte à l'Assemblée nationale, la seule profession libérale c'est médecin, et le seul, il n'y a aucun ouvrier. Pour moi ça dit des choses, j'attaque pas la personne pour ce qu'elle est, mais elle représente une collectivité. Voilà. Je pense que nous ne sommes pas en désaccord en réalité. Pas non plus. Mais je pense que la formule attaquer la personne pour ce qu'elle est, là je le fais en disant ça. Si je n'ai pas écouté ce qu'elle va dire, notamment sa liste d'arguments dont tu parlais, je ne vais pas l'écouter parce que je sais ce qu'il va dire d'avance, parce qu'en effet, une catégorie sociale de la population va avoir tendance très facilement, de manière statistique, à défendre les intérêts de cette catégorie sociale. Donc en effet, j'attaque un peu ce qu'elle est. Alors en fait, quand tu dis ça, c'est extrêmement sain, sur base de la position sociale de la personne, sur ce qu'elle est, d'avoir un a priori sur cette personne. Moi je trouve ça tout à fait sain, il n'y a pas de problème avec ça. Là où ça déraille, et c'est ce que je dénonce via ma cible, c'est quand tu décides d'utiliser ça comme seule raison pour ne pas écouter la personne et pour esquiver son propos. Mais c'est extrêmement sain si toi, de base dans ta tête, tu te dis, sur base de ce que la personne est, je vais être d'autant plus méfiant quand elle dit ça, ça ou ça. Mais ne dire, ça tu peux faire dans ta tête, c'est extrêmement sain, mais ne dis jamais en public ensuite que la première chose qui sort de ta bouche ce serait de dire oui, mais de toute façon c'est un parlementaire, donc je vais pas l'écouter sur ce sujet-là parce que c'est un parlementaire. Pourquoi est-ce que je devrais l'écouter sur ce sujet? Après, il faut quand même affronter le propos de la personne. Mais avoir un a priori, comme tu viens de le citer, tel que moi je le comprends de ce que tu as dit, tu peux me confirmer ou pas si c'est ça que tu avais en tête. Moi, je trouve ça très sain d'avoir un a priori sur la personne en fonction de ce qu'elle est. Mais il faut quand même écouter son propos à la fin, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? On peut passer sinon... par contre, il va falloir s'approcher un tout petit peu. Je crois que je vais manquer de fil. Ouais, merci. Pardon. Merci. Au début, vous avez fait la différence entre science et pseudosciences sur un critère de reproductibilité, si j'ai bien compris. Et moi, ça me pose un problème au niveau de, aujourd'hui, comment la recherche elle est faite et comment elle est rémunérée. La reproductibilité, c'est plus vraiment quelque chose de bien valorisé. Donc je me demande, dans les années à venir, quelle confiance on pourra apporter à la science telle qu'on la présente, et est-ce qu'il y aura vraiment toujours une réelle différence entre reproductibilité, enfin entre science et pseudosciences, étant donné que les chercheurs ne sont pas encouragés justement à reproduire des expériences? C'est vrai qu'en fait, c'est toujours mieux de faire paraître des choses qui réussissent, des choses nouvelles, que des choses qui ratent, ou enfin qui ne paraissent pas si elles ratent, hein, de toute façon. Par contre, s'il y a une nouveauté réelle, en fait, va y avoir forcément des thésards qui vont la reprendre pour l'améliorer, l'étendre, etc. On va avoir, s'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, des gens qui vont la prendre pour pouvoir s'en servir, même pour des choses, pour l'exploiter. Typiquement, quand on a vu l'arrivée de CRISPR, la petite enzyme qui permet de couper les brins d'ADN, c'est une invention qui était extraordinaire, etc. Au moment où elle a été faite, il y a des centaines de laboratoires qui se sont appropriés parce qu'ils ont dit c'est un truc, on va pouvoir faire quelque chose avec. Donc, en fait, je crois qu'il y a les reproductibilité, elle est faite parce qu'en fait, les gens, dès qu'il y a quelque chose qui semble intéressant scientifiquement, les gens vont vouloir se l'approprier, savoir le faire, pouvoir dire qu'ils l'ont fait. Il y aura des thésards qui vont faire leurs thèses dessus de façon à pouvoir progresser, etc. Par contre, c'est vrai qu'on a des gros problèmes dans tout ce qui est recherche, c'est que les gens ne font pas paraître des recherches qui n'aboutissent pas. Et ça, c'est un gros problème parce que quelqu'un qui a investi 2, 3, 4 ans de sa vie sur une vision qu'il a eue et qu'il veut prouver, et si à un moment donné, il a des études, etc., qui ne vont pas vraiment dans le sens où il va avoir tendance, même inconsciemment, à les mettre un peu de côté pour garder ce qu'il a, parce qu'il faut qu'il produise, parce qu'en fait, son laboratoire n'aura pas de financement s'il ne fait pas apparaître un texte sur une revue connue, etc. Donc il y a des dérives qui peuvent être là sur les expériences, etc.
Mais pour le moment, ça marche quand même globalement encore le consensus scientifique et la reproductibilité. On espère que ça continue. Du coup, dernière question. Juste du coup, sur la même lancée, est-ce qu'on pourrait considérer du coup la psychologie comme une pseudo-science comme, je crois que la psychologie, enfin, si je mesure mes propos, je crois que la psychologie rebase sur des bases qui sont indémontrables. Bon, je sais que c'est un sujet un peu épineux, c'est pour ça aussi que des fois j'ai un peu tendance à appeler ça comme un cas à part. J'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Ta gueule. Non, je déconne. Ah, c'était facile. Ouais, c'est compliqué. Tu parles de psychologie. De quelle psychologie d'abord? La psychologie cognitive. Psychologie cognitive? Parce que c'est... Psychologie sociale? Psychologie sociale expérimentale? Il y a une crise de la reproductibilité certainement pour beaucoup d'expériences en psychologie sociale, ça c'est vrai. C'est parce que c'est sans doute aussi un peu plus jeune, si tu veux, comme discipline que d'autres. Psychologie sociale en France, ça a quoi? C'est 40-50 ans, psychologie cognitive encore moins. Donc on devrait tendre vers... c'est chiant ça. On devrait tendre vers de la reproductibilité pour essayer d'asseoir un petit peu tout ce qu'on a maintenant. Mais je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes de méthodologie. Est-ce que les études sont bien faites? Est-ce qu'on peut justement amener cette reproductibilité par une qualité méthodologique qui, en réalité, ne devrait pas être très différente des sciences plus dures? Et encore une fois, j'aime pas ce terme-là. C'est l'objet, il me semble plus dur que... C'est juste l'objet qui est dur, c'est pas la méthode. Parce que pour en discuter avec et pour voir ce que font les étudiants en psychologie, je peux te dire qu'ils sont bien plus avancés en termes de méthodologie scientifique que les premières années de sciences physiques que je vois aussi. Pour moi, ça n'a rien à voir. En termes de méthodologie, de compréhension, de comment on réalise une expérience, un protocole expérimental. Après, la crise de la reproductibilité, bah oui, ça c'est vrai, ça existe en psychologie sociale, c'est vrai. Mais il faut travailler du coup, voilà, il faut faire des études, faire des thèses, il faut faire de la recherche. Du coup, on va passer à l'annonce des gagnants. Pardon, attends, excuse-moi, je suis désolé, j'ai oublié un truc, c'est que dans tout ce qu'a dit François, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que la reproductibilité est un critère. Si tu veux distinguer science et pseudoscience, tu agrèges plusieurs critères à la fois. Donc c'est pas le seul en fait qui devrait jouer. Est-ce que quelqu'un voulait encore apporter quelque chose sur ce point? Non? Bon. Au pire, vous pouvez tout à fait aller poser vos questions à nos trois intervenants. Le dialogue n'est pas fini en tout cas, mais on va juste vraiment...